auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, de la radio-télévision planétaire. Aujourd'hui, nous nous trouvons autour de la table avec les patriotes congolais sur un problème qui nous accable à cet instant. Après qu'on ait parlé longtemps, après qu'on ait discuté de l'accord de l'ENERA, aujourd'hui, nous nous trouvons encore dans une confusion de ce qu'on appelle le traité de Nice. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Autour de cette table, j'ai M. José Kapajika, nous avons M. Antoine Kapila, nous avons M. Félix Kaputu, lui il est actuellement en Belgique. Nous avons M. Jano Mukuna et nous avons Maître Jean-Paul Kadenga. Et à la présentation, et comme modérateur, vous avez John Kayembe. Ce dernier, vous le connaissez bien, c'est votre ami de tout le temps. Il réside aux États-Unis, dans le pays de Barack Obama. D'entrée de jeu, chers invités, je voudrais introduire l'émission en disant, dans sa révélation du traité de Nice, le président de la PARECO a dit vouloir réveiller le Congolais pour qu'un deuxième accord, à l'instar de celui de l'Abdel signé avec le musée Laurent Kabila, qu'on appelait accord de l'Émirat, qu'on vende une partie de terre de l'Est. Aujourd'hui, nous assistons encore à un groupe de Congolais qui se sont dit Congolais national des Congolais, et ce dernier ont signé un traité. Le tel traité, il recommande que ça doit être figuré dans la Constitution de la République. Tout le monde a bien suivi. Alors, je voudrais que chacun de nous donne son point de vue sur ce traité selon son entendement, puisque ça semblait être un choc dans le clan de l'intelligentsia congolaise. Le proverbe chinois dit un homme noir, quand on le montre la lune, lui, il regarde le doigt. M. Honoré Ngwanda vous a montré qu'on est en train de brader le pays, on peut prendre le pays, mais au contraire, les gens commencent à se chamailler sur les individus au lieu de parler du contenu de ces traités de Nice. Vous l'avez bien suivi, nous avons lu tous ensemble. Je voudrais à cet instant que chacun brièvement donne son point de vue ou bien sa compréhension sur ces traités de Nice. Là, je commence sans tarder avec M. Jean-Paul Kabenga. Vous êtes avocat de formation. Quel est l'entendement que vous avez sur ce traité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, Jean Kabenga. Les traités, comme tout le monde, j'ai appris avec beaucoup de regrets. Ce que je peux dire à ce stade est que nous devons d'abord savoir ce qu'est un traité. Les amis qui ont signé les traités, à mon avis, ils n'ont pas de qualité. Donc, il y a des défaut de qualité. Parce qu'un traité n'est autre chose qu'un contrat qui est conclu entre plusieurs sujets de droit international. Alors, le non-traité, c'est un vocabulaire du droit international public. Seuls peuvent conclure ces contrats ceux qui sont dotés d'une personnalité morale des droits internationaux. Il s'agit le plus souvent des États, mais d'autres personnes morales, comme certaines organisations internationales, peuvent en conclure. Alors, quand nous regardons les deux parties signataires de ces traités, les fameux traités, il y a les conseils hospitaliers. Il y a aussi le Conseil national congolais. Les amis du Conseil national congolais n'ont pas qualité de signer un traité. Et comme ils n'ont pas qualité, ce traité n'a aucune valeur juridique. Parce que ce sont des simples individus. Ils ne représentent ni l'État congolais, qui est un État indépendant et souverain. Ils n'ont pas qualité pour le représenter. Et encore moins, ils ne sont pas membres d'une organisation internationale qui a qualité de signer un traité. Alors, c'est pourquoi, moi je dis d'abord à ce stade, sur le plan de la forme, le traité est caduc. Ce traité, sur le plan des droits internationaux publics, ne produit aucun effet juridique. Ce traité n'existe pas. Voilà. Il n'existe pas parce que ceux qui l'ont signé n'ont pas qualité. Voilà ce que je peux dire
entièrement pour ne pas monopoliser la parole à cette place. Ok, merci. Ça, c'est le point de vue juridique. Je rappelle que M. Jean-Paul Kabenga, il est avocat de formation. Alors là, je me tourne vers vous, M. Félix Caputo. Vous avez suivi les discussions, vous avez lu le document probablement. Quelle lecture faites-vous de ces documents? La première lecture que j'ai faite du document et ensuite la lecture de beaucoup de réactions venant de gauche à droite, c'est un grand étonnement, à savoir que des gens laissent de côté ce qui me semble très grave en ce moment et s'en prennent aux individus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en oubliant la gravité de la situation présentée dans le document en circulation. Ça veut dire, que nous venons de découvrir qu'il y a des choses qui se passent et des individus qui bradent le pays et qui s'engagent au nom du pays, c'est qui n'a jamais reçu un mandat quelconque de qui que ce soit. Et de deux, ça veut dire que nous sommes assis, le Congo est assis sur un sol très glissant, où n'importe qui, quel aventurier peut se lever un matin et dire trouver des preneurs, en vendre un petit morceau à gauche, un peu à droite, et finalement ne plus rien laisser au pays. Voilà ma première réaction. Là, je vais vers M. Antoine Kapila. Moi, ma lecture est beaucoup plus, quand je regarde ce qu'on lit à travers ce traité, je crois que ce que ça me dit, c'est encore une fois la remise en question de nos politiciens et du combat politique que les uns et les autres sont en train de mener en ce moment, ou depuis quelques années, bien sûr. Donc, il est clair que, pour moi, c'est encore une preuve que le politicien congolais n'a aucun intérêt collectif de la survie d'un État congolais en Afrique. Je crois que c'est là qu'il y a le vrai problème. C'est vraiment une remise en question de toutes nos activités politiques, de tous ceux qui dirigent le Congo, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir. Je crois que la question qui se pose maintenant, on comprend que les gens, ils ne se battent pas pour un changement positif, un changement réel pour le Congo. C'est juste un problème de positionnement d'un pouvoir pour le pouvoir. C'est un peu le danger qui guette notre pays à travers ce traité-là, où les gens sont prêts à brader une partie de l'État en autant qu'ils aient le pouvoir et qu'ils sont en train de chercher pour se faire millionnaire. Voilà, alors nous restons au Canada avec M. Jeannot Mukuna. Merci donc Kaimbe. Au regard de ce traité, dans le fond, tout comme dans la forme, et Jean-Paul l'a bien expliqué, ce n'est pas une traité qu'on peut évoquer, on ne peut même pas lui donner le terme traité, parce que ce n'est pas un acte juridique, je ne verrai pas revenir sur cela, mais ce que je trouve en face de nous, ce sont le manque de jugement de certaines personnes qui autrefois pouvaient chanter haut et fort qu'ils sont nationalistes, mais aujourd'hui nous avons la preuve en face de nous que le nationalisme qui a été prôné n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser, ce n'était qu'un slogan pour se faire passer comme étant les hommes qui parlent pour le Congo. À ce stade, ma lecture me montre qu'il n'y a pas à faire confiance à cette bande de rapaces, permettez-moi le terme, parce qu'ils n'ont pas fait preuve du jugement dans la période où nous nous trouvons actuelle. Et c'est ça ce que je peux dire à ce stade. Alors, je termine avec José. Oh oui, merci beaucoup, cher Don, de m'avoir accordé la parole. Je crois que Jean-Paul Kabenga, en tant que juriste, a fait une démonstration. Nous n'avons pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus par rapport au traité et par rapport même aux signataires. Je crois avec aussi, je pense qu'avec l'évolution du débat, nous pourrons ne fût-ce que dénoncer des incohérences sur le comportement de nos politiciens. C'est là qu'ils sont censés nous diriger dans l'avenir. Merci. Alors, commençons par le commencement, après le point de vue de l'un des autres. Parlons maintenant de ceux-là même qui ont signé ces documents juridiquement. Donc, le document même n'a pas de valeur juridique, mais vous semblez ignorer que c'est
un groupe de combattants, un groupe de révolutionnaires qui ont préparé ces documents en vue d'aller renverser le pouvoir en place à Kinshasa pour mettre en place leur pouvoir, M. Félix. Je crois, à mon sens, qu'il y a là une très grande trahison par rapport à la lutte de l'ensemble. Si aujourd'hui, beaucoup se plaignent de ce que les choses marchent mal au Congo, de ce que le pays est tombé et que nos concitoyens souffrent beaucoup, je crois que chacun rêve de ce que le Congo soit un beau pays, accueillant et qui marche. Or, en étudiant ce qui s'est passé pour que le pays en arrive où il en est aujourd'hui, vous avez notamment souligné ce genre de contrat signé de l'UNERA. Alors, refaire la même chose, et plus grave encore dans ce contrat, en soulignant même que même les gens qui se trouvent sur Mateba seraient livrés aux preneurs, vous comprenez l'ampleur du problème qui est tout à fait inhumain, c'est-à-dire vendre une partie du pays, vendre aussi les habitants qui y sont, sans prendre conscience de l'ampleur de ce que cela représenterait pour le pays, ni même sans prendre l'opinion de ceux qui seraient à l'extérieur ou à l'intérieur qui pourraient soutenir un tel projet. Je crois qu'il est simplement machiavélique. Certains documents, ce sont les accords qu'ils ont faits en maquis, puisqu'ils veulent utiliser ça pour renverser le pouvoir à Kinshasa. Vous prenez ça dans quel sens? Est-ce que c'est une bonne démarche ou bien c'est suicidaire? C'est suicidaire dans la mesure où, comme je l'ai souligné tantôt, dans la vente, dans les contrats donnés, il y a même des concitoyens, des gens du pays habitant l'île de Mateba, qui sont cédés aux preneurs. C'est ça. Et là c'est inacceptable. Antoine, je pense qu'à l'état actuel des choses, nous devons être très prudents de parler du mandat du peuple. De toute façon, ce qui est vrai, c'est que ces gens-là, c'est comme tu l'as dit, ils étaient comme dans un maquis, donc ce sont des gens qui sont hors la loi, ce qui fait que le mandat du peuple ne dit absolument rien. Il ne dit absolument rien dans le cas d'espèce. En ce sens que c'est des gens qui sont en train de préparer un coup de force pour essayer de renverser les institutions qui sont en place présentement et essayer, évidemment, avec l'aide de ce secte-là qui devrait leur donner des milliards. Et c'est en renversant le pouvoir quand ils vont venir. Hein, et le peuple qui est dans une situation de misère, qui va dire que non, néanmoins ceux-ci sont venus, c'est peut-être un salut pour nous autres. Alors, je crois que le problème ne se situe pas tellement à ce niveau-là de la population, mais le problème, c'est l'acte que ces gens-là ont posé, l'acte de haute trahison. Il appartient au peuple congolais, d'abord, de se réveiller, de comprendre que l'ennemi du Congolais, ce n'est pas seulement le Rwanda qu'on est en train de voir aujourd'hui. L'ennemi du Congolais, c'est encore le Congolais lui-même, parce que c'est ça la réalité. Parce que ces gens-là, ils ont décidé de vendre une partie du territoire. On parle de l'île de Mateba, on parle de 5 km² du côté de Batelité, et puis je crois que, peut-être je n'ai pas lu tout le document, mais il y a un endroit aussi dans le Kasaï où il y a de fortes concentrations de diamants, que ces gens-là doivent avoir une main mise. Donc vous comprendrez que non seulement ça, ils cèdent ces concessions pour d'éternité. C'est-à-dire on est en train de perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la longue, après peut-être 15-20 ans, il y aurait un autre groupe de ce genre-là, du Conseil national, qui se réunirait aussi avec un autre lobby, il vendrait aussi un petit État et ainsi de suite. Au bout de 100 ans, le Congo à l'état actuel ne va plus exister. Ce qui fait que je crois que le moment est arrivé, que les gens se réveillent, non seulement de condamner, mais il est temps de prendre des actions fortes pour essayer de mettre fin à ce genre d'aventuriers qui... En fait, sans vous couper la parole, il s'agit davantage d'accepter une recolonisation du peuple. Voilà, ça c'est le terme. Alors là, nous allons chez José. José a un mot à dire à ces signataires congolais. Et si vous avez constaté, il y a même du côté de ces lobbies-là, c'est un Congolais qui est en face, qui a signé aussi les documents. Merci beaucoup donc de m'avoir accordé la parole. Moi, je ne m'en prendrai pas au Congolais qui représente les lobbies. Lui, il travaille certainement pour ses patrons qui lui ont engagé. Il a tout intérêt de travailler, c'est là où il gagne son pain. Mais par rapport aux politiciens congolais qui sont allés plus loin, comme l'a bien démontré mes prédécesseurs, je crois que l'acte commis est encore plus dangereux que les accords de l'Émirat.
ça ne se discute pas. Si aujourd'hui nous avions connu des problèmes, et nous continuons à connaître les problèmes avec l'AFDL et les enfants de l'AFDL et les poulains de l'AFDL, c'est à cause des accords de l'Émirat. Nous, en tant que politiciens, nous ne pouvons pas empêcher des politiciens qui se regroupent dans la révolution pour traiter des accords avec qui que ce soit. Mais avant que ces accords puissent être acceptés, ils devraient, ne fût qu'accepter, de se référer à leur base. Parce que, mais comment peut-il se référer à la base puisqu'ils sont dans le maquis? C'est quelque chose qu'on prépare pour les renverser un pouvoir en place. Non, mais vous ne me direz pas que l'UDPS, l'Aparico et les autres sont dans le maquis. L'Aparico il est tout le temps sur Radio Bendele, là où il fait sa mobilisation. L'UDPS, il est organisé. Il a des fédérations qui fonctionnent à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Et je pense qu'on n'a pas un problème de consulter une base pour un acte de trahison. Je crois qu'il est bien clair pour quelqu'un qui a tous les sens avec lui. Tu ne peux pas faire un tel acte en disant que non, je vais céder une partie de mon pays, juste en se référant sur ta base. Je crois qu'on veut bien la démocratie, on se bat pour la démocratie, parce que quand on se réfère rien qu'à sa base pour vendre une partie de l'État, c'est déjà de la dictature. Or, dans le cas d'espèce, s'il fallait céder une partie de notre pays, il aurait fallu qu'il y ait un référendum. Or, le référendum doit inclure et les partis d'opposition et les gens qui appuient les partis d'opposition, les gens qui appuient les partis au pouvoir. Ça veut dire que le référendum doit concerner tout le peuple congolais dans le cas d'espèce. Ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, c'est un acte de trahison qu'il faut condamner. Donc, il n'y a pas d'autre procédure. Aller voir leur base, ne pas aller revoir leur base, je crois que ça n'a vraiment pas de sens. C'est vraiment un acte de trahison qu'on doit condamner, peu importe d'où cet acte vient. Moi, je souhaitais un peu qu'on revienne parce que la question du modérateur, il nous demande pour les groupes qui est en face pour la signature de ces traités. Parlons d'abord de ces groupes-là. Moi, je me dis, à le stade d'aujourd'hui, faut-il encore revenir dans les traités pour aller renverser le régime en place afin de diriger les pays, ou bien faire avancer la démocratie quand bien même elle est encore jeune dans les pays? Je trouve un peu anormal. C'est un acte de folie que nous ne pouvons jamais acclamer. En tant que compatriotes de ces pays-là, je me suggérerais moi-même aussi porter même plainte contre ces gens-là parce que nous ne pouvons pas continuer à être à la merci des personnes qui prétendent diriger les pays quand ils vont encore hypothéquer, comme Félix l'a dit, nous ramener encore à être colonisés ou une partie des pays sont colonisés par des forces obscures. Alors, je trouve très mal qu'on parle de la base, qu'on parle d'organisation politique. Vouloir ou pas aujourd'hui, la démocratie elle est naissante dans les pays. Et pour arriver au pouvoir, c'est d'aller convaincre sa base. Et les signataires qui sont aujourd'hui en face de nous, qui parlent de la PERECO, qui parlent de l'UDPS, et je pense qu'ils pouvaient aller aussi se faire représenter et apporter leur voix d'une manière ou d'une autre. Mais d'être à l'extérieur du pays, aller faire les traités dans les noirs pour venir céder les partis et arriver au pouvoir, je trouve ça vraiment l'insulte, ça c'est insulter le peuple congolais par ces groupes-là. Ils ont longtemps resté à l'extérieur du pays, ils n'ont pas la réalité vraiment de ces pays-là, mais ce qu'ils trouvent mieux, c'est de vendre une partie du pays parce qu'ils veulent accéder au pouvoir. C'est une bande de personnes qu'on doit porter plainte d'une manière ou d'une autre, comme nous avons un juriste dans ces débats, qui nous donne même des moyens pour se porter aussi plaignant contre cette bande de personnes-là. Bien, merci Jeannot. Alors je viens à Maître Kabenga. Donc les gens qui ont signé le traité et la situation que nous discutons, quel est votre point de vue? Monsieur Don, je peux dire que dans une très belle photo, il y a parfois du hasard. Dans un très beau texte, il n'y en a jamais. Vous savez, moi, ce que je condamne, c'est l'intention que nos patriotes ont de nuire à notre propre pays. Ils ont
ce qu'on appelle l'animus meccandi. Donc, ils manifestent leur état, ils s'enfuient. Donc, ça, c'est foutre du monde. Je suis désolé de le dire. Dans ces traités, concrètement, j'ai entendu certaines interventions qui parlent de l'UDPS, qui parlent de la parité. Mais moi, je voudrais revenir d'abord au Conseil national congolais. Est-ce que ces gens peuvent être reprochés de ce qu'ils ont fait, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait comme... Tout à fait. C'est là où je voulais, bien sûr, arriver. Ils n'ont pas le droit de le faire parce que même s'ils étaient au pouvoir, ils n'allaient pas avoir ces droits-là. Même s'ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce que la loi dit en la matière? La loi dit que si vous lisez la constitution de notre pays, je pense que cette constitution-là, bon, malgré qu'il y a beaucoup de choses que je ne partage pas, que je trouve que non, qu'ils ne sont pas dans l'intérêt de notre nation, mais sinon, concernant ces dispositions, elles sont presque universelles dans plusieurs des constitutions des pays, de beaucoup de pays. Alors, quand vous lisez l'article, si j'ai une bonne mémoire, c'est l'article 214, alinéa 2 de notre Constitution. Il dit « Nulle cession, nulle échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais constitué par voie de référendum. » Et l'article parle de la haute trahison. La Constitution, pardon, parle de la haute trahison en son article 165. Qui dit il y a haute trahison. C'est pourquoi je dis, même si les gens là étaient au pouvoir, donc ils n'ont pas ce droit-là. Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs ou complices des violations graves et caractérisées des droits de l'homme, d'exception d'une partie du territoire national. On ne peut pas céder que vous soyez président de la République. Vous n'avez pas le droit de céder un territoire national à qui que ce soit. Nos chers compatriotes qui ont signé ce traité-là, si vous lisez bien le traité, je pense que c'est la deuxième partie, en son article 27, qu'est-ce qu'ils disent à cet article-là de ce traité? Parce que j'ai dit même l'un des signataires qui était en train de dire que non, voilà, nous avons signé, on nous demande qu'on n'a pas qualité, et ce n'est pas que non, c'est entré en vigueur, mais lorsqu'on va arriver au Congo, on soumettra ça dans un débat démocratique au référendum. Non, c'est faux. Il ment. Ou il sait ce qu'il a signé, il ne sait pas ce qu'il a signé. Je parle même du docteur Mpula. Je sais bien que je ne peux pas m'en douter ou bien critiquer son niveau intellectuel parce qu'il est intellectuellement mûr. L'article 27 dit le présent traité, dans un délai qui ne dépassera pas un mois, à partir de la signature, sera soumis à la ratification du Conseil national congolais et du collège hospitalier. Entrera en vigueur dès l'acte, même de l'échange de ratification. Or, ils ont déjà ratifié, parce qu'il y a déjà un décret de ratification. Le Conseil national congolais a déjà ratifié, le collège hospitalier a déjà ratifié le traité. Donc, c'est au moment où nous parlons avec vous, selon eux, le traité est déjà en vigueur. Donc, au moment où nous parlons avec vous, nous savons que nous avons l'île de Mateba au Bas-Congo. Pour eux, l'île de Mateba n'appartient plus à l'État congolais. Au moment où je parle avec vous, pour eux, l'île-là appartient déjà au collège hospitalier. Et ça, c'est très grave. Parce que, pourquoi je dis que ça appartient au collège hospitalier? Quand vous lisez encore leur traité, pardon, les soi-disant traités, quand je parle de traité, comprenez que c'est entre parenthèses. Parce que pour moi, ça n'existe pas sur le plan juridique. Alors, je disais que, qu'est-ce qu'ils ont donné à ce traité? Ils ont dit, à l'article, si j'ai bien lu le traité, je pense que l'article 3, ils disent que le collège hospitalier s'installera
sur l'île Mateba et le Conseil national congolais reconnaît dès à présent, au collège hospitalier la pleine propriété, les pouvoirs exclusifs et absolus de la juridiction souveraine sur la cité de Mateba, ainsi constituée avec toutes ses dépendances pour le fait spécial et avec les modalités que constituait le présent processus. Mais, mon frère, donc... Je vais m'excuser un peu, Jean-Paul. Je pense que ça faisait partie de la discussion, mais je voulais qu'on se limite d'abord à la qualité de nos concitoyens qui ont signé. On va revenir aux articles qui font peur. Donc, l'article 3, je l'ai épinglé pour... Mais mon frère, donc, je ne sais pas, monsieur, donc, je voulais juste une phrase, si vous le permettez. Je voulais dire que, concernant la qualité, je viens de montrer que aucun Congolais, quel que soit son statut, n'aura jamais la qualité de céder une partie de notre territoire à qui que ce soit. Aucun Congolais, même s'ils étaient au pouvoir, ça veut dire que non. Je vous dis que même celui qui est au pouvoir, même ceux qui sont au pouvoir n'ont pas cette qualité. À combien plus forte raison ceux qui ne sont pas au pouvoir? Ils n'auront jamais cette qualité-là. Et pour tout vous dire, un Congolais qui a acheté une parcelle au Congo, sa propre parcelle au Congo, n'a pas une propriété absolue, souveraine sur cette terre-là, qui fait partie de sa parcelle. La terre appartient à l'État congolais. Donc, il ne peut pas se prévaloir d'aucune qualité. Mais c'est donc, je peux ajouter quelque chose par rapport à la question que vous demandez, vous posez sur les amis qui se sont érigés en conseil. Moi, je dirais ceci. Tout Congolais, individu ou groupe d'individus, sont libres de se réunir et de se former en groupuscule ou en parti politique. Ces gens-là qui sont allés se réunir pour créer le Conseil national congolais, c'est leur droit. Ils sont libres de le faire, de créer leur musique comme ils l'ont fait. Sans ce moment-là, je crois avoir répondu à votre question, s'ils peuvent se créer ou se former en groupuscule ou en Conseil national congolais. Mais ils n'ont pas les pouvoirs ou les droits, comme le démontre Jean-Paul Kabenga, par rapport même à notre constitution, de céder une partie de notre territoire à des individus. Je crois que c'est ce que je voulais ajouter là-dessus. Là que j'ajoute, ils se comportent simplement en conspirateurs. Ce sont de conspirateurs par rapport à leur pays et qui montent un coup contre leur terre et contre leur peuple. Ok, là, je voudrais qu'on avance. En avançant, c'est-à-dire, quand on condamne quelque chose, il faudrait se situer sur le bon et le mauvais. Dans ce cas précis, il s'agit de bon et mauvais. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a intérêt dans ce que vous voulez faire? C'est-à-dire, le Congo, actuellement, est dans une misère et une misère indescriptible. Maintenant, nos confrères ont dit qu'il faudrait avoir de l'argent. Dès qu'on est au pouvoir, on accélère son développement et le social. C'est dans ce sens, plus précisément, qu'ils ont cherché des multimillionnaires, donc les milliardaires, qui les ont proposé une bagatelle somme allant jusqu'à 300 milliards, puisqu'il y a 140 milliards pour quelque chose et 160 pour l'investissement au pays. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a bonne foi dans leur mouvement, dans leur plan? Donc, je voulais intervenir par là. Nous ne pouvons en aucune fois, dans une démocratie naissante, où nous voulons écrire l'histoire de ces pays-là, permettre à des groupuscules comme José Kapajika l'a démontré, nous ne refusons pas le droit de ce collectif-là, ou de cette coalition, ou de ce conseil-là de se réunir, ou de se retrouver derrière des idéaux. On ne refuse pas. Mais dans une démocratie naissante comme celle du Congo aujourd'hui, nous ne pouvons en aucune fois, en dépit des malheurs, en dépit du régime qui est en place, d'aller chercher les partenaires pour recoloniser le Congo d'une manière ou d'une autre.
L'acte peut être salutaire, tout dépend dans quel camp on se retrouve. Si aujourd'hui, le soi-disant Conseil national des Congolais pense vouloir mettre fin aux misères de la population avec le départ du régime actuel, ça, c'est leur pensée et ils le défendent comme ils le veulent. Mais je pense que c'est le même discours des personnes qui sont en opposition, qui pensent que tout est facile une fois arrivé au pouvoir. Nous pouvons faire les comparaisons quand bien même on ne peut pas comparer les pommes aux oranges. Regardez ce qui s'est passé au Brésil, par exemple. Il y a un certain Lula aujourd'hui qui n'est pas au pouvoir, mais avec son équipe, ils ont pensé à une démocratie naissante où ils se sont dit, nous devons être d'abord nous-mêmes sérieux, et quand nous allons parler avec nos partenaires, ils vont pouvoir nous respecter. Messieurs, donc, nous ne pouvons en aucune fois, malgré leur bonne foi, la bonne foi, c'est pas qu'ils méritent d'arriver au pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec le Rwanda. Je prends ça par un exemple. Il y a Paul Kagame, avec son équipe, ils vont tirer sur l'avion parce qu'ils voulaient accéder au pouvoir. Et ils ont parlé de génocide. Aujourd'hui, parce qu'ils veulent arriver au pouvoir, d'où il faut signer les soi-disant traités. Ce n'est pas une traité parce que Jean-Paul l'a bien démontré sur le plan juridique. Ils vont signer les accords en noir pour venir nous montrer que non, nous voulons parler au nom du peuple parce qu'il y a des misères. Non. Cette bande de personnes, ils vont nous suivre sur cette chaîne, la BDC. Cette bande de personnes doivent comprendre que le peuple congolais n'est plus encore dupe pour venir avec des traités en noir et parler au nom de ces peuples-là. Non. Cette bande-là n'a pas qualité et cette bande-là, en dépit de tout, ils ne peuvent pas aller engager une force extérieure pour venir nous recoloniser parce qu'ils veulent nous faire sortir. De quoi? De la dictature. Il n'y a pas la dictature au Congo. Pour compléter donc, de quelle misère parle-t-il? Est-ce qu'il y a misère au Congo si ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué de toutes pièces par des multinationales? Le Congo, c'est un pays qui est potentiellement riche. Dans moins de 2 ans, nous pouvons sortir de cette misère dont eux parlent, que moi je ne trouve même pas que c'est une misère. C'est juste un problème d'organisation, d'avoir en face un gouvernement responsable qui sait s'occuper de son peuple et de sa population. Et nous dire qu'il y a une misère chez nous, nous acceptons cela, c'est une insulte. Nous ne sommes pas un peuple nécessité. Le peuple congolais n'est pas un peuple nécessité. Nous ne pouvons pas accepter que les gens nous traitent d'un peuple miséré. Non, nous avons tous chez nous. Le point capital qui est focalisé sur le peuple pour dire que c'est un peuple qui vit dans la misère la plus totale, qu'il faudrait un collège des hospitaliers pour venir nous secourir. Moi, je ne crois pas que le peuple congolais est un peuple qui vit dans la misère. Nous avons des problèmes politiques. Si elles nous disent qu'au Congo, il n'y a pas de problème politique, mais je me demande, ils sortent de quelle école, de quelles universités, s'ils nous disent qu'au Congo, il n'y a pas de problème politique. La crise que nous connaissons au Congo, les problèmes que nous connaissons au Congo, ce sont des problèmes qui sont d'abord politiques, avant que ces problèmes deviennent des crises au sein de la population. Donc je crois et je pense qu'au Congo, il n'y a pas de misère. Nous avons des problèmes politiques qui doivent être résolus. Et c'est vrai, nous tous, nous nous battons pour faire partir Kabila. Nous tous, nous nous battons pour mettre en place un pays où il y a le respect des droits de l'homme, où il y a tout, où le peuple peut vivre comme un peuple civilisé, mais nous traiter d'un peuple miséré comme ils nous ont traités dans ces traités, dans ces soi-disant traités, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Dire que ces gens-là, ils l'ont fait de bonne foi, c'est totalement faux. Bonne foi pas pour aider le Congo en tant que pays. Parce que s'il aurait fait de bonne foi, il ne pouvait pas accepter de céder une partie de territoire. Non seulement céder les terres, céder la terre, le sous-sol, les eaux, tout l'environnement, et céder les êtres humains qui sont sur ce territoire-là, qui doivent être des sujets, je dis bien des sujets à ce collège hospitalier, à ce conseil hospitalier. Donc, ce qui fait que déjà, à partir de ce point-là, il n'y a pas de bonne foi, il n'y a que la mauvaise foi.
dire qu'ils l'ont fait parce qu'ils vont recevoir 300 milliards pour développer le Congo. C'est un montant, on dit 300 milliards. Mais c'est comme Jeannot l'a dit, deux fois il faut faire des comparaisons. Bien sûr que comparaison n'est pas raison. Mais quand on regarde toujours dans ce genre de deal, dans ce genre d'arrangement que les gens font, que non, écoutez, donnez-moi ça, je vais vous donner autant d'argent. L'expérience aussi nous dit que dans la plupart des cas, le montant qu'on propose, dès que le deal est fait, le montant n'est jamais atteint. Exemple le plus frappant, il y a beaucoup de multinationales, beaucoup de pays qui ont décidé d'aider Haïti, mais jusqu'aujourd'hui, Haïti n'a pas fait de pas. Ceci dit, je crois que ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ils l'ont fait pour leur propre intérêt en tant qu'individus. Ils parlent de la misère au Congo. La misère n'est pas une histoire d'aujourd'hui. La seule chose avec le Congolais, d'une manière générale, nous avons toujours une mémoire courte. Quand nous faisons une analyse profonde, on va se rendre compte que chez nous, les choses ont commencé à détériorer depuis très longtemps, depuis des années. 20, 30 ans, même 40 ans. Les choses chez nous n'ont jamais été bonnes. Est-il qu'actuellement, on est dans un combat, on veut faire les choses de façon démocratique. Alors, il y a deux voies que nous devons utiliser. Il y a une façon de s'organiser pour faire les choses autrement, mais pas pour vendre une partie du territoire, peu importe la raison, misère, pas misère, c'est condamnable et punissable. Je crois que ces gens-là, ils n'ont aucune raison dans tous les cas d'espèce. Mais M. Donkayembe, il veut parler de dire qu'il faut que ça s'arrête. Non, je voulais te dire ceci. Il dit qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné parce que ça ne peut pas continuer. Mais moi, je me dis, arrêtez un processus. Arrêtez la misère. Arrêtez la misère. Est-ce qu'il faut nécessairement vendre le pays ou vendre une partie du pays parce qu'il faut arrêter la misère? Okay. Non, monsieur, donne-moi une minute, s'il vous plaît. Donne-moi une minute. Moi, je me dis ceci. Ici, à la VDC, nous contribuons d'une manière ou d'une autre à ceux-là qui veulent nous écouter. À ceux-là qui aspirent, nous tous nous aspirons un jour prendre des responsabilités, même d'une localité et la gérer comme il faut. Mais ce n'est pas d'aller aujourd'hui hypothéquer les peuples que je dois aller diriger, où je n'aurai pas un mot à leur dire, parce que je les ai déjà vendus. Moi, je me dis, la misère du peuple, elle ne peut pas aujourd'hui être arrêtée de cette façon-là. Il y a plusieurs moyens. Si aujourd'hui je parle de la démocratie naissante, cette bande de personnes, ils ne se sont jamais présentés dans soi-disant organisations ou institutions actuelles pour apporter leur voix. La seule chose qu'ils connaissent, c'est de dire toujours non. Toujours non. Tout est facile parce qu'ils sont dans l'opposition. Ils sont dans l'opposition. Ils vivent en Europe. Je parle du docteur Mpouila et je cite son nom. S'il nous suit sur la VDC, c'était lui dont je parle. Parce qu'il a signé ce document-là et son nom apparaît. Combien de fois il a déjà géré une organisation pour parler d'une expérience? Il n'a jamais géré une organisation, même ONG, organisation non gouvernementale, qui a déjà produit des rapports. Ou quel traité, ou quel accord qu'il a déjà signé avec d'autres personnes. Pour d'aujourd'hui, d'aller vendre les pays, ça c'est vendre les pays. Nous nous disons ceci, ils n'ont aucun droit, ils n'ont aucun pouvoir, et personne ne leur a délégué pour parler au nom des Congolais. Et s'ils en font ainsi, nous allons nous organiser, ils vont nous rencontrer sur le chemin parce que ce pays-là n'est pas vendre. Je voulais revenir à M. Kabenga avant de laisser la parole à M. Félix. M. Kabenga, en droit, il y a les faits et les intentions. Ces gens, ils avaient peut-être une bonne intention de vendre cette petite partie du pays pour avoir un peu d'argent, puisque nous avons vu ceux-là qui sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas eu de moyens. Nous parlons toujours des gens. Excusez-moi, c'est un débat. Je vous laisse parler, je parle aussi. Donc, on laisse tous les gens qui passent au pays, en commençant par la République de Mobutu. On a vu tout le monde là-bas et c'est transformé en des histoires privées où il y avait des intouchables. Maintenant, ces gens, ils viennent, ils disent non,
nous avons besoin d'argent. Ils ne peuvent pas avoir cet argent puisqu'il n'y a pas c'est Saint-Nicolas qui peut donner de l'argent gratuitement. Et le conseil hospitalier dit, nous avons de l'argent, pourvu que vous nous donnez ceci, cela, on va vous aider à faire sortir votre pays dans la misère. Oui, je voulais dire que, vous savez, la souveraineté, mais ces gens modernes, non, l'intention, je parlais de l'intention, je ne suis pas coupé du tout. Oui, tout à fait. J'arrive sur leur intention. Vous savez, on ne peut pas avoir une bonne intention lorsque on ravit à son peuple son droit. On ne peut pas parler de bonne intention. Pourquoi aujourd'hui il y a des Congolais qui vivent sur l'île de Mateba et non ailleurs, parce que les Congolais grand. Mais c'est pas qu'ils se retrouvent à l'aise là-bas, qu'ils vivent sur cette île-là. Vous voulez les mettre où? Ces Congolais-là. Ils ont signé un contrat, un traité. Ils disent que non, et ils vont recevoir 300 milliards de dollars pour développer les Congos. Mais les collèges hospitaliers, ils doivent voir combien. Vous pensez que non, c'est parce qu'ils viennent bien le Congo, à cause de vos beaux yeux, de vos belles femmes, ils vont vous donner cet argent-là comme ça gratuitement, les 300 milliards. Vous savez qu'avec 300 milliards, si le collège hospitalier investit dans un autre domaine, gagnera combien? Mais tout est calculé. Non, le problème d'abord, c'est l'intention. Les Congolais, ils voudraient avoir l'argent pour commencer quelque part. C'est pour dire qu'ils n'ont aucune bonne intention. C'est ce que je viens de dire, que non, on ne peut pas avoir une bonne intention. La bonne intention, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut faire quelque chose de bien à son pays. Mais on ne fait pas quelque chose de bien à son pays en les dépouillant. Donc, l'île de Mateba de sa propriété. Mais non, l'île de Mateba, c'est un droit, c'est une propriété de l'État congolais. Il n'y a pas de bonne intention là-dessus, etc. On ne peut pas avoir une bonne intention en violant la loi. On ne peut pas avoir une bonne intention en déclarant son peuple. Ok, d'accord, Jean-Paul. Nous passons à M. Félix. Nous parlons de bonne intention, bon, mal interprété peut-être. Qu'est-ce que vous en dites? Deux choses que je voudrais dire. Tout d'abord, la finalité de l'acte. En essayant d'entrevoir ce à quoi ils allaient aboutir, nous concluons tous ensemble que ça ne serait jamais pour le bien du peuple congolais. Parce qu'ils allaient les dépouiller de ses droits et qu'ils allaient le placer dans une autre misère. Donc l'intention était très mauvaise. Alors, de deux, en considérant ce fait-là, je crois qu'il est temps que nous soyons alertés. Nous devons bien sûr nous concentrer sur ce qui est arrivé, sur les documents en circulation, etc. Mais je crois qu'il est temps d'ouvrir l'œil et le bon, parce que qui nous dit qu'il n'y a pas eu d'autres traités que nous ne connaissons pas, d'une nature ou d'une autre? Parce que si les gens peuvent se permettre de se mettre en groupe, de se présenter et de signer des documents, si ceux-là sont connus, il est possible qu'il y en ait d'autres que nous ne connaissons pas. Je vous invite donc à ouvrir l'œil et le bon pour pouvoir voir exactement ce qui se passe en ce moment au pays, qui fait quoi et qui n'aurait pas aussi de gauche ou de droite vendu le pays sans qu'on le sache. D'accord, Antoine. Je crois qu'il n'y a aucune bonne intention dans leur acte. Aucune bonne intention. Tout a été fait de mauvaise foi pour leurs propres intérêts personnels en tant qu'individu. Je crois que c'est toute la réalité dans ce problème-là. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qu'on a déjà vécue. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu, José a parlé tantôt du traité de l'accord de l'Émirat. Et on voulait céder une partie du pays. Le problème, c'était quoi? Le problème, ce n'était pas d'aider le pays à avancer. Le problème, c'était l'accession d'un groupe de gens au pouvoir. C'est juste accéder au pouvoir. Et quelle est la garantie que ces gens peuvent nous donner aujourd'hui que s'ils accédaient au pouvoir, leur gestion sera différente des gestions connues avec les différentes administrations passées? Aucune. Aucune. Comme Janon l'a dit tout à l'heure. La plupart d'entre eux, on ne les connaît pas comme bons gestionnaires d'une organisation quelconque où ils ont été. Je crois que nous sommes dans une phase. La seule façon qu'on doit regarder les choses, c'est de voir, on se bat pour une démocratie, comment faire un combat politique de façon démocratique et arriver au pouvoir avec l'appui du peuple. Je crois que c'est la meilleure solution
qu'on peut avoir le pouvoir et on va être redevable au peuple, parce que le peuple t'amène au pouvoir. Mais à partir du moment que c'est le conseil hospitalier qui va les amener au pouvoir, ils ne seront jamais redevables au peuple. Ils seront redevables aux gens qui leur ont donné le pouvoir. Je crois que c'est des choses que nous avons vues tout au long des années. Quand on regarde après les indépendances en Afrique, la période de coups d'État en Afrique, la plupart des coups d'État qu'il y a eu, c'était préparé par qui? Par les Occidentaux. Tous ces dirigeants africains qui sont venus par coup d'État, ils ont servi qui? Ils n'ont pas servi leur peuple. Ils ont servi leur maître. C'est tout à fait normal aujourd'hui. Le groupe Dr Mpouila et ses amis, une fois qu'ils auraient eu ce pouvoir, par le biais du conseil hospitalier, ils n'auraient pas servi le peuple congolais. C'est faux et archi-faux. La seule chose qu'ils allaient faire, c'est de prendre cette dette, endetter encore davantage la République démocratique du Congo. Et eux, ils seront des petits princes, des petits riches au service de leur maître du conseil hospitalier. Je dirais ceci, moi, par rapport à la réaction à l'intervention de Jeannot. Je crois que Jeannot a cité nominativement Dr Mpouila pour avoir signé les accords et les traités, l'acte constitutif du Conseil national congolais. Si vous lisez les documents, vous verrez que Dr Mpouila n'a pas signé en son nom. Il a signé au nom d'une personne. Il a écrit pour Etienne Tshisekedi Wamulumba, signé Dr Mpouila, François Mpouila Tshibamba. La question que je continue à me poser jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Mpouila peut signer un document au nom de Tshisekedi Wamulumba si Tshisekedi n'a pas donné son aval, si Tshisekedi n'a pas donné son autorisation? Je réponds par une négativité en disant non. Donc si Mpouila a signé, c'est que Tshisekedi a autorisé que Mpouila signe. Pourquoi s'en prendre à la personne qui représente son président? S'il y a une personne qu'il faudrait s'en prendre, ce n'est pas Mpouila, c'est Tshisekedi qui a autorisé Mpouila de signer à sa place. Tout y reviendrons. Non, attendez, Jeannot. Mon point de vue ici, c'est parler d'abord, José, de l'intention de ces signataires, quelque nouveau que ce soit. Donc, leur intention était de faire sortir mon cher Don, tous les intervenants l'ont démontré que les intentions n'étaient pas bonnes. Les intentions ne sont pas bonnes. Si vous nous dites que les intentions étaient de faire sortir le peuple dans la misère, moi je ne crois pas que pour faire sortir ce peuple dans la misère, il faut vendre une partie du territoire. Bon, non, moi je voulais ajouter des phrases, hein, parce que vous insistez beaucoup sur l'intention. Mais bon, je veux un peu vous rafraîchir la mémoire. Vous savez que les mêmes personnes qui ont signé les traités pour morceler donc pour balkaniser, c'est la balkanisation du pays. Donc, on fait une partie de notre territoire à un groupe, je ne sais pas, de collège, je crois que ce soit là, collège, ce machin-là. Donc, mais il y a un problème. Et les mêmes personnes-là, ceux qui ont critiqué Kabila Mouzé hier, qui ont critiqué l'accord de l'Emera, ils ont dit que personne n'a le droit, ils le savent dire, c'est à dessein qu'ils le font. Donc, ils savent très bien que non, ce n'est pas bien. Et Kabila pouvait aussi dire que non. Pourquoi ils n'ont pas vu la bonne intention de Kabila? Pour dire que nous étions sous la signature de Mobutu. Les gens en avaient déjà marre. Il fallait même qu'on fasse une petite partie, donner une petite partie à ces pays-là, comme ça nous soyons un peu tranquilles, on se libère de la dictature de Mobutu. Mais non, ils savent, s'ils le font, ce n'est pas un problème des Congolais. D'ailleurs, si vous regardez dans leur truc-là, vous verrez que quelque part, ils se donnent eux-mêmes le pouvoir. Ils disent que non, le Conseil national congolais a une autorité souveraine. Mais on ne peut pas avoir une autorité souveraine. Ils ne sont pas, il n'y a pas, le Congo, ce n'est pas un royaume. Il remplit tous les pouvoirs au peuple congolais. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on fait pour le compte du peuple congolais, le peuple d'abord, mais on dit, le peuple, on ne te donne plus le pouvoir. Nous, nous devenons souverains. Nous avons maintenant une autorité souveraine. Donc, ce sont des rois, le Congo devient un royaume. Mais non, il n'y a pas de bonne intention. Sur là-dessus, ils savent très bien, ces gens-là,
ils l'ont fait avec une très très mauvaise intention. Juste, leur problème, c'est seulement d'accéder au pouvoir. Et pour un peu intervenir, juste une petite fois sur ce que je viens de dire, je vois comme si mon frère José qui est en face n'a pas du tout, peut-être tout le traité. Parce que M. François Tchoupa-Montoué, il a signé une fois en son nom propre, le deuxième nom, après Chungu, tout ça c'est Dr François là, et le deuxième fois c'est en bas, là où il a été aussi pour ce traité. Donc tous les deux, ils sont signataires du traité. C'est tout simple, je voulais un peu aussi intervenir là-dessus. Donc, Dr Ampouli n'est pas exclu des signatures, il y a aussi signatures. Ok, essayons de clôturer cette discussion sur les intentions et consorts. Essayons un peu de décortiquer 3 articles qui font fâcher dans ce traité. Donc, nous allons le parcourir un à un avant d'aller maintenant dans les individus. Nous devons parler des individus et de leurs groupes respectifs. Donc, ici, je voulais lire l'article 3 que Jean-Paul nous a lu déjà. Et je voudrais que vous puissiez l'interpréter de votre manière pour éclairer peut-être ceux-là qui n'ont pas pu, qui n'ont pas eu l'occasion de lire le traité. Et ici, je demanderai de parler dans la langue que vous voulez pour faire comprendre aussi aux Congolais qui ne sont pas à même de nous suivre en français. Donc, vous parlez en français si vous voulez, vous parlez en lingala comme vous voudrez. Alors, je lis, je répète ce que Jean-Paul a lu dans l'article 3 qui dit ceci. L'article 3 du traité de Nice stipule que le collège hospitalier s'installera sur l'île Mateba et le Conseil national congolais reconnaît dès à présent au collège hospitalier la propriété, le pouvoir exclusif et absolu de la juridiction souveraine sur la cité de Mateba, ainsi constituée avec toutes ses dépendances pour les fins spéciales et avec modalités que contient le présent traité. Il est clair là-dessus qu'un groupe d'individus ou 2 groupes d'individus s'étant réunis ensemble se décident comme ça de céder un territoire du pays et d'en faire une propriété privée à l'un des 2 groupes, tout en attendant une compensation qui serait celle de 30 milliards, soi-disant. 300 milliards. 300 milliards. Donc, il y a eu ici cession d'une partie, si minime qu'elle soit, du pays, à un groupe de gens. Et très riche en pétrole. Tout à fait, on le sait, il y a une nappe très riche de pétrole. Donc, et en attendant une compensation qui non seulement, comme Antoine l'a dit tout à l'heure, il n'est pas sûr qu'elle soit donnée entièrement, il n'est pas non plus sûr qu'elle aille tout à fait à sa destination, c'est-à-dire le peuple, tout en se pavanant, eux, pour les petits princes qui vont jouir de ce commerce et de cet échange. Donc, il y a lieu de noter qu'il y a eu, encore une fois pour revenir au mot intention, une très mauvaise intention, vendre son peuple, vendre sa terre pour se faire riche soi-même. Ok, leur donner le pouvoir exclusif et absolu de la juridiction souveraine. Oui. Donc, en fait, tout à fait un autre pays. Oui, tout à fait. Alors, Janon. Monsieur Don, je pense que j'ai l'impression que, c'est mon impression, comme on n'avance pas, cette organisation, Conseil national congolais, n'a aucun pouvoir, nous l'avons démontré, et l'intention aussi, elle était mauvaise, vous l'avez montré, et tous mes frères qui sont autour de cette table de l'émission l'ont démontré noir et sur blanc que l'intention était mauvaise. Et je ne vois pas pourquoi. L'un de mes grands-pères, Baba Mukwata, Kujibatoka, Wangwani, Yeye Waka Benga, Ufila, Bantu, Babashana, Bakika, Babatoka. Et les gens chantent que Kalamba, Wakabidan Falanga, Wakasungila Bantu. C'est-à-dire que le blanc voulait donner de l'argent
pour que Kalamba donne ce sujet à ces blancs-là. Pour savoir s'opposer, Kalamba était arrêté, il était maltraité. Aujourd'hui, je ne peux même pas comprendre. Dans Chebena, Congo Boss Badibi Kalaba Tulonda, Kubi Kolokolo de la voix de la démocratie congolaise. Machala Koumane Bouani, dit tout le monde Congo. S'il te plaît, parle en français parce que c'est tout le monde qui suit. Je sais, Antoine, tout le monde suit. Là, il y a aussi les gens qui parlent Tchoulouba. Quand je préfère... Si vous voulez parler en Swahili, parle en Swahili, je te laisse. Allez-y, allez-y. Parlez en Tchoulouba, parlez en Lingala. Ok. Batika la koyeba ke mboka wana tokote kangote ata mukolo moko. Mututé azali na pouvoir akende kovanda bisika wapi ceux qui na conseil hospitalier pour battre mboka wana. Nous ne pouvons en aucune fois, d'une manière ou d'une autre, ceux qui intentionnent à bango malam pour développer ce pays-là, bazonga bakende kosala bilanga na mboka. Bazonga bakende kosala ba organisation oyo ekoki kosilisa nzala. Mais kolobate que voilà parce que nous avons l'intention d'aider la population en recevant 300 milliards. Non. Waneza Lukuta, ils ne peuvent pas faire des choses comme cela. Ok, Antoine. Je crois qu'on doit avancer parce qu'à cette question-là, tout est déjà dit, pas de souveraineté, c'est d'être souverain. Je crois que c'est juste une façon de dire que ces gens-là, ils peuvent tuer, peuvent tout faire, on ne peut pas les arrêter. Je crois que c'est encore une fois, on revient à la question d'intention. Tout est fait de mauvaise foi, de mauvaise intention. Ok, alors là, j'avance avec le quatrième article qui dit... Oui. Je voudrais un peu corriger un tout petit ce qu'Antoine venait de dire. Lorsqu'il dit ils peuvent tuer, ils peuvent faire n'importe quoi. Non, lorsque tu dis ils peuvent, c'est une possibilité. Mais un peu plus loin, les traités leur donnent le pouvoir de tout faire et de ne pas être poursuivis par l'État congolais. C'est ce que je veux lire ici. Oui, donc je disais... la souveraineté et la juridiction exclusive que le Conseil national congolais reconnaît au collège hospitalier sur la cité de Mateba implique qu'aucune ingérence de la part de l'État congolais ne pourra s'y manifester et qu'il n'y aura pas là d'autres autorités que celles du collège hospitalier et que cela sera inscrit dans la nouvelle constitution de l'État congolais. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'ils débattent, ils arrêtent, ils tuent, ils arrêtent les Congolais. Donc, personne au niveau de l'État congolais ne peut les poursuivre. Donc, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent venir au Congo, prendre nos femmes, les amener sur l'île de Mateba. Aucun Congolais ou l'autorité congolaise ne pourra les poursuivre là-bas. Ok, Jean-Paul. Non, le problème, c'est quoi? Peut-être, j'ai comme l'impression que nous ne pouvons... C'est vrai tout ce que vous dites, vous avez raison, mais on ne comprend pas très bien. Jusque là, je vois comme si vous ne comprenez pas très bien ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit, c'est quoi? Vous dites toujours que non, ils peuvent tout faire, l'État congolais ne peut pas intervenir. Mais non, ils ont cédé, c'est comme l'île de Matebe devenir un État à part. Oui. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est devenu comme, par exemple, c'est devenu comme le Rwanda, c'est devenu ce qui se passe au Rwanda, ça ne concerne pas. C'est quand on parle de l'ingérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État congolais s'ingère dans les affaires sur un territoire étranger. Vous comprenez? C'est un peu ça le problème. Lorsqu'on dit que la souveraineté est la juridiction exclusive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de la souveraineté, ça vient du mot superus. C'est un mot latin qui veut dire supérieur. Donc, la souveraineté est le principe de l'autorité suprême. Même Jean Bottin disait, il définissait la souveraineté comme étant un attribut essentiel de l'État, c'est sa souveraineté. Alors, on reconnaît au collège hospitalier une souveraineté, donc c'est comme un État, parce que cet attribut-là n'appartient qu'à l'État. Maintenant, le collège hospitalier, lorsqu'il est là-bas, il s'installe là-bas, quand l'État congolais peut parler de l'île de Mateba, donc l'État s'ingère
dans les affaires d'un territoire qui n'appartient pas. Le territoire est aidé, le pays est balkanisé, le collège hospitalier devient un État, comment je peux dire, une autorité absolue, comme il dit, une propriété, il parle même de la propriété exclusive, un droit, comment je peux dire, un pouvoir exclusif et absolu. Ça veut dire qu'il n'y a que le collège hospitalier qui détient le pouvoir là-bas. Quand on parle d'un pouvoir exclusif, cela veut dire que non, ce pouvoir-là ne peut pas être détenu concurremment avec un autre État. Donc, comme il y a Bango, pouvoir, on a un pouvoir exclusif, ou c'est le collège hospitalier, ou c'est rien. C'est ça exclusif. Donc, le problème, c'est que, et comme il l'eau qu'on a Bango, quand on parle de la propriété, ça veut dire quoi en droit? C'est-à-dire que, parce qu'il parle de la pleine propriété, ça veut dire que le collège hospitalier a le droit de jouir de l'île de Mateba et de disposer. Le droit de disposer, c'est-à-dire que le collège hospitalier peut vendre cette île-là à qui il veut. Donc, c'est sa propriété, c'est ça, a une pleine propriété. Donc, l'île de Mateba est détachée de l'État congolais. Et ça, c'est très dangereux. Et que ces gens-là, ils méritent plus que la peine de mort. Je suis désolé de le dire. Ok, alors là, j'ajoute, puisque nous allons terminer avec les articles, ce sont les articles que j'ai pris au hasard, parce que nous avons parlé de la terre, nous avons parlé de la souveraineté. Ici, maintenant, c'est des habitants, ou au plus loin, ils disent, avant l'entrée en vigueur du présent traité, le territoire constituant la cité de Mateba, c'est ça sur l'article 5, devra être, par les soins du Conseil national congolais, rendre libre de toute servitude et de ses occupants éventuels qui pourront revenir par la suite. Donc ici encore, comme on l'a dit, ils ont vendu et la terre et les habitants. Donc ces gens-là, ils sont partis et ils seront utilisés par ces Russes et Juifs à leur guise, je crois. Oui, mais ça aussi, c'est ça, hypothéquer les peuples. Excusez-moi, Joseph. Ça, c'est là aussi hypothéquer tout un peuple et pour les générations futures. Parce que même ceux qui vont venir au pouvoir, après cette bande-là, qui cherchait à arriver au pouvoir pour mettre fin aux misères du peuple, et ceux-là qui devaient revenir devront aussi chercher à signer les mêmes accords. Et les accords comme ça devient maintenant du droit international. Je sais que Jean-Paul le sait mieux que moi-même. Ça devient maintenant du droit international, ce qui va compliquer et compliquer encore le pays dans les jours à venir. Donc, nous revenons et que nous ne sommes pas à côté de dire que, oui, les intentions au départ étaient mauvaises. Et ces accords-là, nous ne l'appelons pas aujourd'hui encore traité, ces accords-là, d'une manière ou d'une autre, nous allons nous élever comme un seul homme pour chercher d'une manière ou d'une autre à traduire cette bande-là devant les instances. Parce qu'on ne peut pas hypothéquer un pays. Ça, c'est créer aussi des troubles. S'ils vont signer, parce que vous avez dit qu'on va parler des personnes, mais de cette bande-là et les accords, vendre le pays, vendre les hommes, bâti Kalabaoumou, qui n'ont pas coco, bâti Kalabaoumou, hospitalier à mes amis. Ok, Joseph. Ah ouais, je crois que Jeannot venait de dire ce que j'allais dire. Mais si je peux compléter, je dirais c'est comme l'a toujours dit Pichibada dans ses sketchs en disant le roi Léopold II était en Belgique, mais il avait un territoire de plus de 2 456 000 km² où il y avait des petits bonhommes donc qui lui appartenaient, donc des champs du roi. C'est comme ces gens-là, ils vont acheter. On leur donne les terres avec les habitants, là où ils sont assis. Pendant qu'ils ont été chassés en France par Bonaparte, ils vont chez nous, on leur donne des terres avec des bonhommes qui se promènent et leurs bétail et leurs vaches qui seront au service de ces gens-là. Mais ça ne va pas.
au XXe siècle, au XXIe siècle, nous allons encore revivre l'esclavagisme, nous allons encore revivre la colonisation, la récolonisation de l'Afrique. Et qui signe de tels documents? Je vois Dr Brila qui revient pour donner même l'exemple du Vatican. Il dit qu'il y a des accords internationaux, voire même le Vatican en Italie. Les Italiens n'ont jamais perdu leur personnalité parce que le Vatican, c'est un pays dans un État. Mais ça, vraiment, si les gens doivent aller à l'université pour nous amener des histoires comme ça, je crois que nos arrière-grands-parents avaient intérêt à ne pas vraiment se faire instruire. Okay, Félix, c'est ça, c'est ce que nous apporte la langue de Molière, le français que vous êtes allés apprendre à l'université. J'ai l'impression, vraiment, j'ai décidé vraiment, donc, nous devons revenir à nos langues vernaculaires et commencer d'ailleurs, l'émission, il faut faire tout le monde. C'est bien, c'est bien. Non, tu dis, nous, beaucoup de gens qui ont des émissions, ils ont des Congo, Moudingal, Moubisoï, des bantu de Galbato. Moi, nous, tu as dit en français. Français, nous, tu as dit, qu'il nous faut, nous, nous n'avons pas de nous pêcher de chikamini, nous pêcher de keleng, nous pêcher de boulot, nous avons des balou de diat, boumou malobet, moubulo bobet. Non, na chikou bafou, nous coupa bol. Ça bien mon coinji botodo. Ok, merci. Alors, Félix, c'est bien dit avec toutes les émotions possibles parce qu'il y a vraiment de quoi. Hein, c'est une inconscience très grave, une inconscience qui atteint l'absurdité, parce qu'on ne peut pas vendre la chaise sur laquelle on est assis. Une fois qu'elle est partie, vous ne saurez pas vous asseoir et ici vendre la terre sur laquelle on est. Et ces intellectuels-là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ils savent bien que sous cette terre-là de Mateba se trouvent des couches énormes de pétrole. Pour un pays dont les minéraux sont exploités en désordre, ils sont en train de se terminer sans qu'on ne puisse bien suivre. Donc là, il y a encore espoir que pendant des années, le peuple pourra encore survivre avec ces richesses qui sont là. Et c'est justement cela qu'ils choisissent de vendre. Je crois qu'il y a lieu, comme l'a dit Jeannot, de se mettre debout et de leur barrer tout à fait la route. Ok, Antoine. Je crois qu'on peut avancer. De toute façon, on parle plus de Mateba, mais il y a un problème aussi, c'est qu'ils ont cédé 5 km² du côté de Mbandaka, Guadolité. Il y a aussi ça. Ça veut dire qu'il y a plein de choses floues, de commerces illicites qui vont se faire en principe sur le territoire congolais, auquel le gouvernement, le soi-disant gouvernement de Mfouila, ne pouvait pas contrôler. Je crois que ça, c'est encore très dangereux pour la sécurité de notre pays. Je crois qu'il est bien clair, c'est mieux qu'on avance à un autre sujet. Ok, alors là, on avance avec votre permission. Donc, je peux dire aussi une phrase. Allez-y. Il n'y a que moi qui n'ai pas parlé, mais je veux dire que ces gens ici, là, tous ces gens ici qui ont signé, et moi je me demande celui-là qui se dit Yave Marilyn de la dynastie de Moitayang, oui, de l'Empire Lunda. Lui, il trouve que non, il n'y a que lui qui peut rester congolais et que ceux qui sont là-bas vont se faire être congolais. Pourquoi il ne peut pas vendre cet empire-là? Même son grand-père, Moitayang, il avait le droit de vendre l'Empire Lunda. Lui qui était le chef coutumier, qui était empereur, si vous voulez, il avait ces droits-là. Mais c'est un pays-là, franchement. Lui, il pense que non, il n'y a que lui, chez lui, ils peuvent rester les Congolais. Et d'autres compatriotes n'ont pas ce droit-là. 10 personnes qui doivent décider sur la nationalité des milliers de Congolais qui vivent sur l'île. Ah, mais quand on va parler de chercheurs créateurs, 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 parler de chercheurs